Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Ali Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoie-nous un email à contact@chaimacapital.com. Pourquoi on parle d'investissement? On parle d'investissement parce que l'investissement te permet de préparer ta retraite, préparer le futur de tes enfants et aussi ton futur à toi. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial, Sonji, qui va faire sa présentation. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Vous me connaissez déjà de Effet Chocolat, mon podcast en tant que G100. Ça fait un bon bout de temps que j'ai plus réagi, mais là nous sommes de retour en force, en force, en force, en force. Donc, j'ai décidé de faire un nouveau format où je vais marcher dans la rue, parler avec des gens sur différents sujets et avoir une conversation relaxe. Et pourquoi pas apprendre des histoires des autres et pourquoi pas appliquer les conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de relationship goals. Vous voyez, on est jeune, on veut fonder une famille, mais souvent on ne sait pas comment procéder à ça. Donc, on va parler des différentes erreurs que l'on fait dans une relation lorsque l'on cherche un partenaire ou lorsqu'on a un enfant, etc., etc. Donc, je vais d'abord laisser le floor à Sonji et je vais poser la question à Sonji. Quelles sont les différentes erreurs que les filles font dans une relation avant d'être dans une relation? Ou je vais te demander en fait comment faire pour sécuriser une bonne relation. Pour sécuriser une bonne Une bonne relation. relation, oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines filles, elles sont en relation, mais elles ne sont pas contentes ou elles se rendent compte que la relation n'était pas une bonne relation pour elles. Quels sont les conseils que tu peux donner pour trouver la bonne personne et les erreurs à éviter? Déjà, la relation, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, nous on va selon nos sentiments. On prend l'amour comme un sentiment. Bon, je suis célibataire, tu es célibataire, je me sens seule, il se sent seul, on se met ensemble. Et c'est là où l'erreur commence. Parce que tout le monde sait que les sentiments, c'est changeant. Un jour, on est content, le lendemain, on n'est plus content, et puis nous sommes agités, et puis nous sommes plus. Donc, c'est changeant. Donc, déjà, baser sa relation juste sur un moment, qui est tellement changeable, je dirais, ça ne va pas marcher. Parce que on voit souvent des couples, après 2 semaines, on se rend compte, on n'aime pas, même pas la personne, on n'a aucun centre d'intérêt en commun, on ne se comprend même pas, on n'a pas le même objectif dans la vie. Donc, c'est un peu ça, quoi. Déjà, la première erreur, c'est de se baser juste sur le superflu, ce qui est le sentiment. Ok, ok. Ouais. Et moi, je dirais de mon côté que j'ai l'impression que les intentions dans lesquelles l'on choisit d'être en relation n'est pas en accordance avec ce que l'on veut réellement. Parce que lorsque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être en relation parce que euh, elles se sentent seules, Oui, parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui puisse leur donner de l'argent, par exemple, oui. ou bien parce que elles voient leur ami être en relation, donc elles aussi elles doivent être en relation. Et, et pour toi, quelle est la bonne intention pour entrer dans une relation? Est-ce que tu penses que tu dois vouloir à long terme être marié? Ton intention, c'est d'être marié, d'avoir un long terme, une relation à long terme. C'est l'intention là que tu dois avoir ou tu dois juste essayer et voir ce que ça va donner. Déjà, le mariage, c'est une étape. Déjà, le mariage, c'est une étape, c'est pas la finalité. On ne se met pas en couple juste pour être marié, tu vois. Ça, c'est une étape. Je dirais même ça, c'est le début de la relation. Parce qu'une fois que
devant les parents, devant l'État, devant Dieu, devant toutes ces personnes. Déjà, une fois que vous vous êtes dit, je veux, oui, je le veux, oui, je le veux, c'est là où le vrai mariage, c'est là où la vraie relation commence. Parce que maintenant, tu es pratiquement lié à une personne à vie. Tu vois un peu, tu es lié à quelqu'un. Et puis, le goal final, personnellement, d'après moi, c'est de construire ensemble. De construire, pas seulement des maisons, bien évidemment, de construire une famille, de construire vos rêves que vous avez, de construire des orphelinats, juste de construire ensemble, construire dans tous les domaines, construire de toute manière. C'est ça le goal du mariage pour moi. Avoir un partenaire qui a la même vision que toi et vous avancez dans un même but. Merci. Tu avais dit une fois qu'il y a souvent, il y a une erreur que les jeunes couples font, c'est qu'ils sont en compétition dans leur couple. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu voulais dire par là? Oui, j'ai remarqué que beaucoup, parce que nous voyons des couples tous les jours, à l'école, dans nos familles, à l'église, nous voyons les couples tous les jours. Et puis en grandissant, j'ai juste remarqué qu'il y a d'autres gens, au lieu d'être là l'un pour l'autre, ils sont là ils sont en compétition. Un s'achète une voiture et puis quelques semaines après, le partenaire s'achète une voiture. C'est mon argent, mon argent. Quand un accomplit quelque chose, l'autre n'est pas content et vice-versa. Quand un a un nouveau boulot, l'autre regarde de manière... bref, voilà. Donc, j'ai remarqué que beaucoup de couples sont en compétition. Ils se comparent. Tu vois, au lieu d'être contents pour l'autre, parce que même la Bible dit que quand vous vous mariez, vous devenez une personne. Ce qui fait mal à ton partenaire devrait te faire mal. Ce qui réjouit ton partenaire devait également te réjouir, devrait te rendre heureux. Mais comment quelque chose qui rend heureux ton partenaire, tu es là maintenant, tu es rageux ou tu es fâché, ça n'a aucun sens. Ça vraiment, c'est un non-non. Comme on dit ici, it's a no-no. Dans cette même perspective, donc tu diras quoi? Qu'un partenaire qui n'a pas l'esprit d'équipe, qui a grandi égoïste, avare, il ferait un mauvais partenaire si il est en relation? Oui, parce qu'à long terme, un va se fatiguer. À long terme, un va se fatiguer et puis ça va finir en divorce. Parce que combien de... Même en compétition, même au football, quand il y a deux équipes l'une contre l'autre, il y a une équipe qui perd, une équipe qui gagne. Ouais. L'équipe qui perd, elle fait quoi? Elle rentre à la maison, n'est-ce pas? Oui. La même chose dans une relation. Le partenaire qui est toujours là en train de supporter tes caprices, tes jalousies, à un moment, il va plier bagage et partir. Donc, si tu sais déjà que tu es avec un partenaire qui constamment te fait la concurrence, qui constamment est contre ton évolution, sache déjà que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Parce qu'une personne ne va plus supporter. Et comme on dit, on peut juste supporter. On ne peut pas porter plus que le poids de notre corps, en fait. On ne peut pas supporter plus que les souffrances de cette terre, en fait. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est qu'imagine, il y a une fille ou un homme qui vient te dire, ah, j'ai écouté ce que tu m'as dit, j'ai remarqué que je suis égoïste, je suis avare avec ma femme ou bien mon homme, je ne pense qu'à moi. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour changer cette attitude-là? Quel genre de conseil tu peux me dire? Je sais que tu n'es pas thérapeute, mais quel conseil tu peux m'aider en général pour adopter cet esprit d'équipe? Déjà, la personne devrait, comme tu as dit, si la personne reconnaît déjà qu'elle a un comportement qui n'est pas bien, qui est négatif, c'est déjà très bien. Je conseillerais à la personne, à cet homme ou à cette femme, déjà de s'excuser à son conjoint parce qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de genres de souffrances qu'il y a dans les couples.
Il n'y a pas juste la souffrance physique, oh mon mari, ma femme me frappe, mais il y a aussi également une souffrance émotionnelle. Tu vois, donc mentalement, ça ne va pas, on te parle mal, on t'insulte. Déjà, je vais dire à cette personne, je suis d'abord très fière de toi. Tu as voulu changer, tu as voulu faire les choses bien dans ta relation. Déjà, excuse-toi chez ton partenaire. Prenez le temps, asseyez-vous, excuse-toi. Voilà, j'ai remarqué que je t'ai traité d'une très mauvaise manière. Excuse-moi et je suis prête à changer. Si tu as des choses que tu veux en parler, si tu veux parler des choses qui t'ont fait mal, qui t'ont blessé, parle-moi de ces choses. Donc c'est déjà ça. Excuse-toi chez ton partenaire, sois ouvert au dialogue et puis réellement change. N'est pas un changement temporaire juste pour 2, 3 semaines, mais sois constant dans ton changement. Ça sera dur. Par exemple, un narcissiste, bien sûr, il va revenir parfois dans ses anciennes Tendance. manières, tendances, mais bon, fais un effort vraiment. Garde, sois constant dans ton changement. Aujourd'hui, on a remarqué que il y a beaucoup de gens qui investissent dans la cérémonie du mariage. Surtout nous en Afrique, il y a le mariage traditionnel, on invite 100, 200 personnes. Après, il y a le mariage à la mairie, après, il y a la soirée. Et tout ça, on se dit que plus le mariage il est grand, plus les gens s'aiment. Mais ensuite, lorsque on est deux à la maison, on se rend compte qu'il n'y a pas d'harmonie, on se rend compte que c'est plus de travail. Et ce travail-là, l'argent ne peut pas remplacer ça. C'est un effort personnel. Maintenant, pour toi, le mariage, en fait, tu as dit ça au départ, tu as dit que le mariage, c'est on devient un. Maintenant, est-ce que tu peux décrire un peu le processus en devenant un? C'est quoi exactement devenir un? Bon, moi, je vais donner un exemple que j'ai dit dans mon autre podcast. Je me rappelle, j'avais à un moment donné, j'avais pas de polo. Enfin, j'aime bien les polos, je n'avais pas de polo. Mais je n'avais pas aussi le temps d'aller au supermarché pour acheter le polo. Et toi, tu as remarqué ça. Tu m'as fait une surprise et tu as acheté des polos. Et j'étais content parce que tu as vu que j'avais un manque et tu as comblé ce manque-là. Et ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait comprendre ce que c'est être un. C'est-à-dire que ton manque, si je vois que tu as un manque, je le comble sans que je puisse me dire, elle doit connaître qu'il y a ce qui manque. Maintenant, ça c'est un exemple que je donne en ce que ça signifie être un. Mais est-ce que toi tu peux décrire en fait, dans ta perspective, quelles sont les différentes choses qui contribuent à l'unification du mariage? Quelles sont les tâches? Quels sont les actes? Quelques exemples en fait. Déjà, comme tu as dit, le mariage, déjà il faut observer, tu vois. Il faut observer ton partenaire. Ça va des deux côtés. Si tu es un homme, observe ta femme. Si tu es une femme, observe ton homme. Par exemple, la femme, c'est un exemple. Tu vois, ton mari, il revient du boulot et tu remarques qu'il n'est pas content, qu'il ne rit pas. D'habitude, vous avez l'habitude de blaguer. Toi, de ton côté, ne te mets pas aussi à bouder. Tu comprends? Asseyez-vous, parlez. Peut-être quelque chose est arrivé au boulot. Tu vois? Qu'il a rendu crispé, qui lui a donné une mauvaise humeur. Déjà, observe ton partenaire. Ça, c'est vraiment la clé de l'unification. Comme tu as donné l'exemple de tes polos, chaque matin, je voyais que tu cherchais des polos, donc j'ai observé, j'ai vu qu'il y avait un manque. Et puis bon, je me suis dit, je te prends 3, 4 polos. Et bon, j'ai vu ta réaction, tu étais content. Et toi également, tu le fais. Par exemple, si tu me vois fatiguée ou de mauvaise humeur ou triste, souvent tu me demandes, même si j'ai préparé, c'est un exemple, j'ai préparé, mais peut-être j'ai pas envie de manger ce que j'ai préparé. Tu vas toujours me poser la question, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux que j'aille t'acheter quelque chose ou tu veux que je te fasse un sandwich? Donc déjà, ça c'est l'observation, tu vois. Tu sais comment ta personne est quand elle est heureuse, quand elle est de bonne humeur, comment elle est au quotidien. Donc, quand tu vois un changement, observe cela et puis
prends note et prends action. Voilà, prends action, sois proactif. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, histoire d'être c'est ressentir ce que ton partenaire ressent. Si tu vois qu'il est triste, je ne dis pas toi aussi sois triste, mais sois là, encourage-le. Oui. Tu vois, blague avec ton partenaire, dis-lui que non, ça ira, ne t'inquiète pas. Tu vois, déjà ça c'est une deuxième phase. Donc l'observation et puis de deux, c'est se mettre à la place de ta personne. Et de trois, je dirais juste aussi la couverture spirituelle. Le fait d'être tu dois prier pour ton partenaire de la même manière que ton partenaire doit prier pour toi. Ça arrive souvent quand je me sens pas bien, j'ai des vertiges, ou je sais pas, peu importe quoi. Tu as toujours cette tendance de prier pour moi. Et 99% du temps, je me sens toujours mieux après tes prières. Et la même chose avec toi, quand je vois que tu te sens pas bien physiquement, j'ai aussi cette habitude de prier pour toi. Et ça vous rend juste plus proche. Et puis au lieu de, je sais pas, appeler ton oncle ou ta tante ou un docteur, tu vas directement te tourner vers ton partenaire parce que tu sais que cette personne, comme on dit en anglais, she has my back. Donc cette personne a mon intérêt. Cette personne, c'est moi. Cette personne veut que je sois au top pour qu'elle soit au top. Parce que comment être dans une relation saine si... Comment conduire une voiture si 3 roues ne marchent pas et une seule roue marche? Tu vois, toutes les 4 roues doivent être pompées. Même chose dans le mariage. L'homme et la femme doivent être sûrs que l'un va bien et que l'autre va bien. Maintenant, je voudrais aborder le thème de la communication. J'ai remarqué qu'il y a certains couples, ils ont peur de se partager certaines choses. Tu penses que cette peur est due à quoi? Du fait que ils ont peur que s'ils disent certaines choses, leur partenaire va partir, ou en fait, ils ont créé une image et ils ont peur de révéler leur vraie personnalité. Que penses-tu de comment faire pour améliorer la communication entre un couple? Je dis ça, il y a par exemple des problèmes dans le couple, à la place de parler à celui qui est la cause du problème, on va parler au frère, à la sœur de l'église, à la mère, mais on a cette peur de parler de ce problème-là au partenaire, parce que c'est le partenaire qui est la cause de ce problème-là. Tu penses que c'est dû à quoi et quels sont les remedies, c'est quoi les solutions pour pouvoir avoir une communication ouverte? Déjà, de un, marie ton ami. Tu vois un peu. Déjà, de un, marie ton ami. Parce que toi et moi, on a une amitié on était amis pratiquement 10 ans avant de se mettre en couple. Parce que quand tu parles à ton ami, vous vous dites C'est tout. plus ouvert. On est ouvert. Nous, en fait, on se dit tout. On blague, on est sérieux, on parle de politique, on parle de finances, on parle de Barbie, on parle de nourriture, on parle des chiens, des chats. En fait, déjà, quand tu maries ton ami, il n'y a pas ce blocage-là de toujours vouloir paraître diplomatique, parfait. Déjà ça. Et puis, dans le cas où tu n'es pas avec ton... Et dans le cas, si ton partenaire, c'est pas quelqu'un que tu connais depuis un long bout de temps, par exemple, tu l'as rencontré sur un site de rencontre ou, je sais pas, vous êtes rencontrés par hasard, essaie d'être le plus ouvert possible, tu vois. N'essaye pas de créer cette personne de toi trop parfaite, là, tu vois. Toi, tu blagues pas trop. Toi, tu glisses pas trop, non. Essaye d'être le plus ouvert possible parce que normal, essaie d'être normal, essaie d'être naturel parce que tu vas voir que plus c'est ça, je t'assure que pouvoir parler à ton partenaire
J'irai même très loin. Tu n'auras même plus besoin d'amis. Ben, on a toujours besoin d'amis, mais tu n'auras, tu vois, comme au lycée, tu veux être entouré d'amis, meilleurs amis, ceci, 5, 7 amis. Si vraiment dans ta relation, tu peux communiquer ouvertement, tu auras un meilleur ami 24 heures sur 24. Vous allez vraiment rigoler. Les gens peuvent même vous dire que, mais vous parlez de quoi? Vous parlez tout le temps, vous parlez de quoi? Donc, c'est vraiment ça. Essaye d'être le plus ouvert possible. N'essaye pas de créer cette façade. N'essaye pas de vouloir être parfait. Non. Non, sois juste ouverte et tu vas voir que la communication sera Yeah. tellement bien, tellement organique. Et j'ajouterais que c'est vraiment important parce que vous allez remarquer qu'il y a certains couples, s'ils ne sortent pas, s'ils ne font pas quelque chose en dehors de la maison, ils s'ennuient Ils les deux à la maison. s'ennuient. Si ils n'ont pas des enfants ou des gens autour d'eux, ils s'ennuient. Le couple est fait pour que vous puissiez être à deux, Oui. vous puissiez passer du bon temps à deux, que ce soit si vous êtes à la maison, si vous êtes au restaurant. Ne cherchez pas toujours à vous distraire autre part parce que vous n'avez rien à vous dire. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème de communication ou il y a un problème d'identité où vous ne savez pas en fait qui vous êtes et à cause de ça, la communication ne passe pas. C'est vrai. J'ai remarqué qu'il y a des couples, s'ils ne sortent pas, ils sont mal à l'aise en fait. Ils Oui, doivent si, sortir. si chaque samedi ils ne sont pas dehors ou avec des amis, ça ne va pas quoi. Ils sont assis là, ils n'ont rien à se dire. Et puis, Yeah. Et là même, c'est une indice pour mettre à l'oreille que, ah, est-ce que je suis rentré dans cette relation-là juste pour pouvoir me divertir, pour pouvoir aller au restaurant manger, ou est-ce que je suis dans cette relation pour cette personne parce que j'apprécie être avec la personne en question. C'est vraiment un point à réfléchir. Maintenant, je voudrais parler avec toi de cet aspect-là qui amène beaucoup de confusion lorsqu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Moi, je considère que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. ce qui n'est pas biblique, hein, la phrase. Donc, Mais ça veut dire qu'il y a des moments où vous serez en haut, financièrement, émotionnellement, tout ce que tu veux. Il y a des moments où vous serez en bas et ça fait partie de la vie. Mais pour toi, c'est quoi pour le meilleur, pour le pire? Parce qu'il y a certains qui disent que mon mari me frappe ou bien ma femme me frappe. On est dans le mariage, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Est-ce que tu peux identifier c'est quoi le meilleur et pour le pire? C'est quoi le meilleur et le pire en fait dans une relation? waouh, c'est quoi le meilleur et c'est quoi le pire? Déjà, je dirais que c'est culturel. Tu vois, oui, c'est vrai. il y a des différences parce que, disons, une femme de l'Occident, une femme européenne, elle ne va pas rester là et puis tu la frappes. Hein? Ça, c'est son pire. Prochaine chose, elle est là, elle divorce, elle part. Oui. Et puis, chez nous en Afrique, moi-même je suis africaine, une femme supporte un peu beaucoup plus, tu vois. Elle va supporter, elle sera pas tout le temps, la plupart, certaines femmes vont supporter, par exemple, les infidélités de leurs hommes, tu vois, et c'est ça leur pire. Donc déjà, la définition de pire, d'autres, c'est des maladies aussi, tu vois. Oui, j'ai vu ça. D'autres, c'est des maladies. Il y a des gens, ils ont le cancer, leur partenaire supporte pas et puis ils partent, tu vois. D'autres, le pire, c'est les finances. Un perd le boulot. Ah, moi, je supporte pas, je peux plus payer les factures pour nous deux. Donc déjà, le pire, ça peut tout être. Ça peut tout être. Et puis le meilleur, c'est le bonheur, c'est le chocolat, les bons moments. Donc, pour moi, le pire, j'ai pas encore vraiment expérimenté le pire. Que Dieu nous en préserve, vraiment. Mais est-ce que c'est réaliste de rentrer dans le mariage et penser que tout sera meilleur? Parce que souvent, on a cette vision du mariage que oui, on va se marier, on n'aura pas de problème financier, tout sera bien en fait. Est-ce que c'est réaliste de penser comme ça?
Je vais choquer beaucoup de gens, mais moi je pense que oui. Parce qu'encore une fois, si on fait référence à la Bible n'a jamais dit que le mariage serait dur. La Bible parle de l'accouchement qui est dur. La Bible parle que, bien évidemment, la En fait, Bible dit que... là, tu dis que là, c'est que les partenaires ne rendent pas la vie de chacun dure, en fait. Oui. C'est dans le sens Je ne parle pas de la vie, ce que la vie, en fait, est. Parce que la vie, en général, souvent, tu passes par des moments difficiles. Des tribulations. Oui, la Bible parle que vous allez traverser des tribulations, vous allez être attaqué, ce genre de choses. Oui, oui, ça ne manque pas. Mais dans le mariage, la Bible n'a jamais dit, ben, ton mariage sera dur. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, parce que, en fait, pour toi, tu penses que si les deux s'aiment, ils vont rendre la vie dans le mariage agréable. Okay. Et même ce qu'on définit comme le pire, les tribulations, les attaques, ils vont les surmonter ensemble. À deux. Exactement. Okay. Tu vois? Oui. Mais bon, mais beaucoup de gens aussi, beaucoup de mes, ben pas mes copines, mais des connaissances, je sais qu'ils ont dans le mariage avec la vision de, tu vois, au cas où il fait ça, moi je fais ça, tu vois. Les tactiques. Les tactiques, en fait, on ne sait jamais dans le mariage, c'est pas pour, c'est pas, rien n'est éternel, tu vois. Bon, ben, j'ai quelques-unes de mes connaissances, elles ont ce genre de langage. Et puis, il faut faire très attention avec ce que tu dis, parce que si déjà tu entres avec ce langage que, ben, cette vision que mon mariage peut chuter un jour, eh ben, il va chuter un jour. Parce que tu vas chercher la chute, là. Tu vas essayer de récupérer ce qui va te faire. Exactement. Tu vas chercher la chute. Mais moi, je suis vraiment entrée dans mon mariage avec la vision de, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de chute. Ça, c'est moi, ça, c'est mon opinion à moi. Je ne peux pas parler pour mes sœurs, je ne peux pas parler pour mes copines, je ne peux pas parler pour mes tantes, je ne peux pas parler pour mes grands frères, tu vois, ça, c'est moi. Moi, je suis entrée, je me suis dit, bon, je me marie une fois et c'est parti, en fait. Et moi, je me dis que ça rejoint un peu, il y avait cet adage-là qui disait que il y avait un riche qui avait un maçon. Maintenant, le riche a dit au maçon, bon, maçon, je voudrais que tu me construises une maison. Une maison comme ça, piscine, machin. Mais, je veux que tu fasses ça bien. Mais le maçon, lui voulait seulement être payé, mais il ne voulait pas, en fait, il ne mettait pas tous ses efforts dans la maison. Donc, il a construit la maison façon. Il a dit maintenant au riche, bon, moi j'ai fini, il faut me payer. Après, le riche a dit, la maison que tu as construite, je te la donne. C'est un peu dans le sens où que si déjà tu n'as pas l'intention de bien faire les choses, tu ne vas pas bien faire les choses. Oui. Si tu n'as pas cette intention-là. Donc, quand tu rentres dans le mariage, tu n'as pas l'intention de rester à long terme. Il y aura une tendance que tu vas pas. C'est comme le maçon. Le maçon n'avait pas l'intention de bien faire les choses. Et à la fin, le produit de ce qu'il a obtenu, c'est une maison inachevée. Wow. Tu vois un peu l'image. Je me dis que c'est l'intention. Quelle est ton intention quand tu rentres dans le mariage? Parce que tu rentres dans le mariage, souvent l'intention dicte le produit final. C'est vrai. Si l'intention n'est pas là, le produit final ne sera pas là aussi. Ça, c'est vrai. Et j'ai vu que c'est quelque chose de très important. On va maintenant passer à autre chose chez maman. Moi aussi, je suis père. Et j'ai remarqué que si vous n'avez pas une solide relation en tant que mari et femme, lorsque l'enfant va venir, l'enfant va révéler les difficultés de votre mariage. Parce que l'enfant, puisque vous êtes une unité, et lorsque l'enfant vient, toutes les activités se résument autour de l'enfant et la maman ne peut pas tout faire. Et comme tu as dit, si le mari se dit, bon, moi, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant, moi je ne fais pas ça, la femme sera irritée. Parce qu'elle sort d'une opération, d'une grossesse, elle doit récupérer
Mais toi, l'homme, tu ne vois pas ça. Tu te dis que ça, c'est le rôle de la femme. Je parle de ça parce que je voudrais te poser la question. Penses-tu que l'enfant, lorsqu'il naît, il unifie plus? Parce qu'on dit toujours ça. Oh, si je donne l'enfant, il va plus m'aimer. Il va rester. Il va rester. Ça, c'est pour Maintenant, piéger mes frères. oui, on fait ça pour piéger les frères et les sœurs. Moi, je me dis que l'enfant ne va pas... Bon, ça, c'est mon expérience à moi par rapport à ce que j'ai vécu. L'enfant ne va pas créer ce qui n'existe pas. C'est vrai. C'est vrai. L'enfant ne peut pas créer ce qui n'existe pas. Si tu n'aimes pas ta femme, c'est pas parce que l'enfant arrive que tu vas aimer ta femme. Mais peut-être tu seras émotionnel parce que c'est la première fois que tu as l'enfant et tu vas confondre cette émotion-là avec le fait que j'aime ma femme. Mais une fois que tu restes avec ta femme, tu te rends compte que ta femme ou ton mari t'énerve encore plus. Maintenant, je te pose la question. L'enfant. Qu'est-ce que l'enfant représente dans un mariage, dans une relation? Est-ce que l'enfant est un élément qui solidifie cette relation ou l'enfant est un challenge à relever à lui? Déjà, comment on dit que l'enfant c'est quoi? Le fruit de l'amour, n'est-ce pas? Oui, le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour. Donc je t'ai aimé, tu m'as aimé. On a créé quelque chose qui est un enfant. Nous, on a une magnifique petite fille, notre petite princesse qu'on aime tellement, tellement, tellement. Je sais même pas comment je vivais avant de la voir. Bref. Avoir un enfant, ça c'est un autre podcast, ça c'est tout un autre chapitre parce que ça chamboule les vies. Ça c'est tout un autre épisode. Ça c'est tout un autre chapitre. Mais comment est-ce que notre enfant, je parle par rapport à notre couple, hein? Comment est-ce que notre enfant a changé notre couple? C'est juste que comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, avant c'était toi et moi. On sort quand on veut, on mange que ce qu'on veut. Souvent on se commande des pizzas, souvent on ne mange même pas, on grignote juste des chips, tu vois. On dort à 2h du matin, on suit la télé, il y a un anniversaire, on part. Tout ça là s'est arrêté dès qu'on a eu cette petite personne. Ouais. Maintenant, tu dépends littéralement de ton enfant, tu vois. Et s'il y a une personne dans le couple qui n'arrive pas à comprendre ça, ça sera une grande source de problème, tu vois. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est votre responsabilité à vous deux. C'est pas maman doit faire ça. C'est vous deux qui avez créé cet enfant. L'enfant a votre ADN 50-50%, tu vois. Donc, vous deux, vous avez un moment, je travaillais, mais pas toute la semaine. Et la première question que les gens me posaient, c'était mais ton enfant reste avec qui? Ton enfant reste avec qui? Tout le monde, littéralement les parents, les amis, tout le monde m'a posé cette question. Ton enfant reste avec qui? Et moi, je me disais, mais avec son père. Mais comment il fait? J'ai dit, mais comme un papa s'occupe de son enfant. Et il faisait un boulot exceptionnel. Il la lavait, il la faisait manger, il la faisait dormir. Donc déjà, un enfant, c'est une responsabilité à vous deux. Il faut comprendre que pour un bon nombre d'années, jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant, disons peut-être 16 ans, 15 ans, il sera à votre charge complète. Il faudra se mettre en tête que bon, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On n'aura plus des temps. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas un dénominateur commun, si vous ne voulez pas construire ensemble, l'enfant va révéler vos vraies couleurs. Il n'y avait même rien qui nous unissait. Tu vois un peu? Et ça va aussi créer d'autres gens se séparent après avoir eu un enfant parce que c'est trop. L'autre personne est fatiguée, l'autre ne veut pas s'occuper de l'enfant. Et tu vois là où c'est très important d'être un, n'est-ce pas? Très important d'être un. Parce que même toi, quand tu rentres du boulot, malgré que tu es fatigué, tu vas changer les couches, tu vas jouer avec la petite. Donc, vraiment, un couple doit comprendre que un enfant, c'est bien beau d'avoir un enfant, mais c'est une grande responsabilité partagée. C'est bien quand on me dit, oui, elle est jolie, elle fait bien les photos, mais souvent elle pleure, souvent elle ne veut pas manger, souvent il y a tellement beaucoup de choses. Et j'ai aussi remarqué une chose,
souvent les couples ne s'adaptent pas à leur transition de père-mère. Parce que je vois, il y a des pères comme il y a des mères, ils ont un enfant, mais ils veulent vivre la Toujours vie vu la comme vie si des des jeunesses. jeunesse où tu sors à 22h, tu reviens à La vie 3h, du showbiz. où tu sors tout le temps, où la mère dit, j'ai même vu des mères qui disent que non, moi je veux reprendre ma vie d'avant. Mais ta C'est vie d'aujourd'hui, fini. c'est une transition grandie. Comme on dit dans la Bible que quand j'étais petit, je pensais comme un petit. Quand j'étais grand, quand je suis devenu grand, j'ai pensé comme un grand. Lorsque tu deviens parent, tu penses comme un parent, tu ne penses plus comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Voilà. Et je pense que c'est lorsque tu acceptes le fait d'être parent, parce que tu dois accepter ça. On ne peut pas te forcer. Même ton enfant ne peut pas te forcer d'être son père. Tu dois accepter volontairement et te dire que je suis père, j'ai des responsabilités et c'est à moi de répondre à ces responsabilités-là. Parce que tu peux ne pas répondre aux responsabilités-là, mais à la fin, c'est toi qui vas payer lorsque l'enfant va grandir et l'enfant ne va même pas passer du temps avec toi. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'ai grandi, je ne voulais plus passer du temps avec mes parents. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, je voulais passer du temps avec mes parents. Et c'est une réalité que lorsque vous avez des enfants, les enfants veulent passer du temps avec vous. Et je sais qu'avec le travail, la vie, le stress, c'est très difficile de trouver du temps, mais c'est important parce que un jour, quand vous aurez 60 ans, 70 ans, la seule chose que vous aurez avec vos enfants, ce sont on dit en anglais les memories, les souvenirs. Et l'enfant, lorsqu'il sera un adulte, il va se rappeler des souvenirs. Oui, des moments passés avec ses parents. Et ce sont ces souvenirs qui vont le rattacher à vous. Mais s'il n'a pas de souvenirs, il n'aura pas de en fait, il va seulement vous voir comme quelqu'un qui a grandi, qui a grandi avec lui. Maintenant, il doit juste envoyer de l'argent de temps en temps. Mais il n'y a pas cette communication, il n'y a pas cette connexion personnelle, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu de souvenirs, il n'y a pas eu des émotions derrière ces souvenirs-là. Tout simplement parce que lorsque on était jeune, on a eu des enfants, on n'a pas eu le temps de passer du temps avec l'enfant. Pas seulement quand il est bébé, pas seulement quand il a 10 ans, pas seulement quand il a 15 ans, mais sur toute une vie. C'est ce que je pense. Maintenant, toi, en tant que mère, est-ce que comment je vais dire ça? Tu as des conseils à donner à d'autres mères par rapport aux difficultés, par rapport à ta joie? Quels conseils tu as donné à ces mères qui sont mariées, à ces mères qui sont single, à ces mères qui passent par la dépression avec leurs enfants? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Quels sont les conseils? Et on va finir par... Donc, comme mot de la fin, je dirais que être maman, c'est une bénédiction. Être maman, pas juste si tu as accouché, mais également si tu as adopté un enfant ou si tu gardes l'enfant de quelqu'un. Maman, c'est pas juste la femme qui a accouché. Donc déjà, si tu as le titre de maman, c'est une grande bénédiction. Si Dieu t'a fait confiance avec un enfant, c'est vraiment ta responsabilité. Ne maltraite pas ton enfant. On voit ça de plus en plus sur des réseaux sociaux. Des mamans qui tapent leur enfant, qui tuent leur enfant. Ça, c'est de plus en plus. Ça me brise, ça me fait très mal au cœur. Donc déjà, ici, à toutes les mamans célibataires, comme seules, comme en couple, donne le plus d'amour possible à ton enfant. Même si c'est dur, même si la nuit il pleure, tu ne sais pas pourquoi. Comme ce Cardi a dit, d'ici quelques années, tu vas l'appeler, il va te dire, maman, je suis occupée. Maman, je suis pas dans le pays. Maman, je suis au boulot. Donc, profite vraiment des années. Donne-lui le plus d'amour que possible. Complimente ton enfant. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents africains ne font pas. Complimente ton enfant. Tu vois. Oui. Construis son caractère. Tu vois. Mets-lui la confiance en soi. Le monde est tellement... Il y a tellement de mauvaises personnes dans ce monde. Toi, sois cette personne que ton enfant voit dès qu'il te voit. Sois son Dieu sur terre.
Tu vois, quand il te voit, parce qu'à chaque fois que ma fille se réveille, elle me voit, elle a le plus gros sourire. Et je veux pas juste ça en tant que bébé, je veux ça jusqu'à ce qu'elle ait, je sais pas, 60 ans, 50 ans. Sois l'ami, on dit souvent le parent, je suis pas ton ami, non. Sois l'ami de ton enfant, sois le professeur de ton enfant, sois le Dieu de ton enfant. Sois le coach. Sois le coach, enseigne-le avec amour, corrige-le également avec amour. Accompagne-le. Parce que nous, les parents, nous ne sommes pas éternels. À un moment, on va partir. Mais juste que ton enfant puisse dire que ah, ma maman, mon papa était là pour moi. Il m'a tenu la main. Et c'est ça. C'est un peu ça. Je suis avec la petite qui s'est aussi réveillée. Donc, comme mot de la fin, c'est ça. Donne le plus d'amour possible à ton enfant. Même si c'est dur. Ok, moi, pour le mot de la fin, je dirais que, comme elle a dit, de ce monde-là, votre enfant ne trouvera pas la confiance dans le monde. Le monde est là pour détruire, pour démoraliser, etc., etc. La confiance que votre enfant aura dans sa vie sera construite à la maison. La confiance en soi, l'intelligence, l'articulation. Parce que il ne suffit pas d'aller à l'école, mais il y a des éléments clés que vous pouvez enseigner à votre enfant. La logique, parler avec votre enfant, challenger votre enfant à réfléchir, donner la voix à votre enfant. Parce qu'il y a beaucoup, surtout dans notre communauté africaine, l'enfant ne doit rien dire. Comment voulez-vous qu'un enfant réfléchisse lorsqu'il a 18 ans, lorsque à 15 ans, 16 ans, il n'a pas droit à la parole. À s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas exercer sa logique avec vous parce que c'est vous qui êtes le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas seulement là pour commander, châtier. Le Dieu, c'est pour donner. Quand moi je priais, je demandais à Dieu l'intelligence, la sagesse et de me guider. Vous êtes là pour donner à vos enfants l'intelligence, la sagesse et le guider. L'aider à s'exprimer. Nous, on a un problème en Afrique. On ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas articuler nos idées sans s'énerver. On ne sait pas articuler nos émotions sans que on soit critiqué. Oui, tu es un homme. Non, on est humain. Chaque humain sur cette terre a des idées et des émotions. Et le premier endroit où ces idées, ces émotions doivent être exprimées, c'est à la maison. Et c'est à nous de corriger les idées, les émotions que nos enfants ont pour que lorsqu'ils quittent de la maison, ils deviennent des adultes incroyables, superbes et que l'on puisse être fiers d'eux. Parce que la vérité, c'est quoi? Lorsque votre enfant devient un adulte, il échoue, quelque part, ce sera de notre faute. Allez, merci. On va se revoir la semaine prochaine et on va parler de beaucoup d'autres choses. Allez, à toutes. See you soon.